Donc, nous allons débuter donc, cette session. Alors, je vais appeler donc, le premier candidat. Donc, c'est Harry Etienne. Il est en visioconférence, ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, qui va nous traiter, donc je vais vous laisser la parole, Harry, donc le développement d'une nouvelle voie de stimulation périphérique, donc de la recherche anatomoclinique, faisabilité d'implantation d'électrodes chez la brebis. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, monsieur. Je vous laisse partager votre écran et afficher. Vous voyez mon écran ou pas? On ne voit pas le deuxième écran. On ne voit pas l'écran de présentation. Je vous vois très bien, mais je ne vois pas votre communication. Et là, maintenant, vous voyez? Je ne vois pas votre communication, monsieur. Il faudrait partager votre écran. OK. Attendez, je vais partager l'écran. Une seconde. Écran partagé. Non, c'est la diffusion. Ah, OK, c'est bon. Ça devrait aller là. Alors là, vous voyez l'écran? Je vois votre écran. Voilà, c'est parfait. Parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers maîtres, chers collègues, je vous remercie de m'avoir permis d'avoir cette opportunité de présenter mon travail de thèse de sciences. Donc, je m'excuse encore une fois de ne pas pouvoir être en présentiel quand je suis actuellement en mobilité à l'étranger. Donc, mon travail a porté sur le développement d'une nouvelle voie de stimulation phrénique. Donc, je vais vous présenter toute la démarche donc, de la recherche anatomoclinique à la faisabilité d'implantation chez la brebis. Donc, c'est pour définir ce qu'est la stimulation phrénique, en fait, c'est la mise en place d'électrodes donc directement sur le nerf phrénique ou à proximité pour en fait provoquer des contractions. Donc, cette technique, en fait, elle existe depuis maintenant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et en fait, quand on reprend l'histoire, on distingue trois grandes périodes. En fait, la période initiale où cette stimulation phrénique avait essentiellement été utilisée pour permettre la ressuscitation, la réanimation cardio-respiratoire. Donc, avec le développement de la ventilation mécanique, notamment avec le iron lung, en fait, cette technique est devenue désuète. Et à partir des années 60, en fait, une nouvelle indication était apparue, c'était le sevrage ventilatoire des patients tétraplégiques et des patients présentant une hypoventilation centrale du respirateur mécanique. Et là, parallèlement, depuis à peu près une vingtaine d'années, en fait, on développe une nouvelle indication, mais cette fois plutôt temporaire. C'est dans le cadre du sevrage des patients en post-opératoire ou des patients en réanimation médicale du respirateur afin d'éviter les dysfonctions du diaphragme qui sont liées à la ventilation mécanique. Donc, comme je vous dis, c'est une technique qui actuellement, il y a deux indications qui ont été validées par la HAS. Donc, c'est les paralysies ventilatoires consécutives à des lésions médulaires hautes et les hypoventilations centrales. Donc, pour pouvoir réaliser cette stimulation phrénique, il existe trois techniques. Donc, il y a la stimulation intrathoracique, il y a la stimulation intradiaphragmatique où les électrodes sont mises à proximité de la terminaison du diaphragme et il y a également la stimulation transveineuse. Donc, ça, c'est des techniques qui sont plutôt sur le long cours. Et sur les 20 dernières années, en fait, se développent des techniques sur le court terme, à court terme, en fait, des techniques pour pouvoir en fait, protéger essentiellement le diaphragme des lésions liées à la ventilation mécanique prolongée. Donc, ici, sur ce schéma, en fait, on a représenté un peu les bienfaits donc, de cette stimulation phrénique en dehors donc, du maintien de la trophicité du diaphragme. Donc, entre autres, donc, les études ont montré que stimuler le diaphragme permet donc, de favoriser les interactions entre le cerveau et le poumon et de diminuer donc, le délirium en réanimation. En deuxième lieu, cette stimulation phrénique permet également donc, de diminuer les actélitasies essentiellement basales au niveau du poumon. Et en dernier lieu, donc, cette stimulation phrénique permet donc, de favoriser le retour veineux et donc d'améliorer donc, la post-charge au niveau du cœur. Et donc, ce que j'avais dit précédemment, c'est donc l'objectif premier, c'était de maintenir la trophicité du diaphragme. Donc, ça également, ça a été prouvé. Donc, l'objectif de ce travail de thèse, en fait, était double. Donc, d'abord, c'était d'explorer un nouveau site d'implantation des électrodes
de stimulation phrénique par une étude anatomique et une étude clinique observationnelle. Et en deuxième lieu, c'était donc d'élaborer une nouvelle électrode temporaire qui était adaptée au site anatomique qu'on voulait utiliser pour l'expérimentation animale. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que la partie distale du nerf phrénique qu'on voit représentée ici sur le schéma, en fait, présente un bord, on va dire un bord qu'on appelle libre, avec un certain angle au niveau de l'angle cardiophronique. En fait, cette portion libre, en fait, elle est facilement accessible. Et donc, c'est ce qu'on a pu confirmer en vidéochirurgie thoracique. Donc, ici, on voit, donc c'est à gauche, donc le nerf phrénique ici, en fait, qu'on déplisse le diaphragme, en fait, on voit s'allonger le nerf phrénique sur cette portion qu'on a nommée, en fait, la portion libre du nerf phrénique. Donc, l'objectif, donc, c'était de mieux caractériser cette portion distale du nerf phrénique en effectuant d'abord une étude sur des sujets anatomiques, donc à l'école de chirurgie du Fer-Moulin. Donc, l'idée, c'était de mesurer la longueur de cette portion qu'on estimait être la portion libre. Et deuxièmement, c'était de déterminer les caractéristiques, les rapports plutôt anatomiques avec les structures environnantes. La deuxième étude, donc, c'était plutôt une étude clinique observationnelle qu'on a fait au centre de chirurgie thoracique à l'hôpital Tenon. Donc, c'était de voir donc, chez les malades qui allaient être opérés. En fait, au début de l'intervention, c'était de filmer le nerf phrénique et ensuite de soumettre cette observation à 2 observateurs indépendants et de voir comment ils analysaient donc, les rapports anatomiques de ce nerf phrénique. Je vais détailler un peu plus loin. Donc, sur cette première étude, en fait, donc cette première étude, c'était une étude sur le sujet cadavérique, donc elle a été faite au Fer-Moulin. Donc, on avait au préalable sélectionné 17 sujets anatomiques, donc 3 ont été exclus parce qu'en fait, ils présentaient des adhérences très denses en intrathoracique, donc qui risquaient de biaiser les mesures. Donc, au final, on a eu 6 hommes et 8 femmes qui ont été disséqués. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que au niveau du nerf phrénique qui sont représentés sur les différentes images à droite, c'est en fait la graisse périphrénique qui accompagnait le nerf au niveau de l'angle cardiophénique. En fait, cette graisse périphrénique, elle est plus ou moins dense en fonction des sujets anatomiques. Donc, à partir de cette évaluation qualitative, on a pu mettre en place une classification avec, entre autres, le type 1. En fait, c'était un nerf qui n'avait pas du tout donc, de graisse tout autour et qui était quasiment libre jusqu'à sa terminaison dans le diaphragme. Le type 2, on voyait en fait qu'il y avait une frange graisseuse qui accompagnait le nerf au niveau de l'angle cardiophénique. Et le type 3, en fait, on voyait qu'en fait, il y avait plusieurs franges graisseuses et qu'on arrivait à peine à distinguer donc, le nerf phrénique jusqu'à sa terminaison. Donc, on a effectué les mesures de ce nerf phrénique. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, le nerf phrénique sur cette portion qu'on estimait être la portion libre est plus longue du côté gauche comparé au côté droit, et donc ce qui s'explique essentiellement par la présence de l'apex du cœur. Dans la deuxième partie donc, de cette première phase, donc, il y avait l'étude observationnelle. Donc, c'est une étude qui a été faite au centre de chirurgie thoracique à l'hôpital Tenon. Donc, l'idée, c'était chez des patients qui allaient bénéficier d'une chirurgie mini-invasive, donc soit par VATS, soit par robot. C'était donc de filmer pendant les 10-15 premières secondes le nerf phrénique et ensuite de soumettre à évaluation à 2 observateurs pour qu'ils puissent en quelque sorte reprendre la classification que je vous ai montrée préalablement. Donc, l'idée, c'était de rechercher une corrélation donc, entre cette densité graisseuse qu'on observait et éventuellement l'indice de masse corporelle des malades. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, l'indice de masse corporelle était significativement plus élevé pour le type 3 comparé au type 1 et au type 2. Par contre, entre le type 2 et le type 1, il n'y avait pas de différence significative dans l'indice de masse corporelle des malades. Donc, cette première partie, donc, qui était donc, une partie anatomique qui permettait de caractériser cette portion du nerf phrénique, a conduit à la deuxième partie qui consistait à élaborer donc, l'électrode. Donc, l'électrode que vous voyez sur la figure de droite sur la vignette C. Donc, une électrode qu'on positionnerait donc, sur cette portion terminale sans avoir préalablement disséqué le nerf. Et ensuite, on verrait
donc avec deux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de voir si on arrive à produire déjà une ventilation minute efficace avec l'électrode, de sorte à pouvoir arrêter la ventilation mécanique pendant au moins 15 minutes. Et le deuxième critère, c'était de savoir cette simulation phrénique qu'on réalisait, est-ce qu'on pouvait le refaire à nouveau au bout de J15 et J30 après avoir réveillé les animaux, donc les avoir relâchés dans leurs enclos. Et donc, à nouveau, à J15, J30, on les endormait à nouveau. Et là, on essaie de restimuler pour voir si l'électrode était encore fonctionnelle. Et à la fin de la simulation, donc, on tirait sur cette électrode pour voir si elle venait facilement. Parce que, comme dit, donc, l'objectif, c'est on a fait une simulation temporaire. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin donc, de la période de 7 à 15 jours, qu'on puisse retirer l'électrode sans abîmer le nerf. Donc, en ce qui concerne le critère de jugement principal, donc à savoir donc, la possibilité donc, de ventiler correctement les brebis, donc ça, c'était tout à fait faisable. Donc, avec une ventilation minute sur le graphique de droite, qu'on voit qui était similaire à celle obtenue par le ventilateur mécanique. Et sur le graphique de gauche, on voit que les seuils de stimulation étaient significativement plus élevés à droite comparé à gauche. Donc, en ce qui concerne le critère de jugement principal, donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc, dans cette étude, on a inclus 4 brebis. Donc, les 4 brebis, ici, vous voyez sur le tableau, sont détaillés, donc la mise en place des électrodes aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, sur la brebis globalement, on a pu mettre les électrodes à droite et à gauche sur toutes les brebis, à l'exception du nerf phrénique droit de la brebis numéro 1. Et c'était à cause de la présence d'adhérence très dense. En fait, elle avait une pachyplorite d'origine d'étiologie inconnue qui avait empêché, en fait, qui risquait de mettre en péril le pronostic de la brebis si on faisait une décortication. Donc, pour mieux comprendre, donc, la première session, donc, c'était avec la brebis 1. Donc, ici, on voit les phases de stimulation. Donc, cette stimulation au niveau donc, de la brebis 1 à J0, elle n'était pas possible, contrairement aux 3 autres brebis où on avait réussi donc, à stimuler correctement et à sevrer la brebis du ventilateur mécanique. Donc, on a expliqué ça d'une part, bon, le nerf phrénique droit, donc je vous ai dit, c'est le fait qu'il y avait une pachyplorite très dense, qu'on n'a pas pu implanter l'électrode. Par contre, au niveau du nerf phrénique gauche, a posteriori, en fait, on s'est rendu compte que, comme c'était les premiers essais, les réglages n'étaient pas encore optimales au niveau du stimulateur. Ce qui veut dire qu'au moment où on a de nouveau anesthésié la moitié des brebis à J15 pour pouvoir de nouveau tester les électrodes, on s'est rendu compte que finalement, l'électrode au niveau du nerf phrénique gauche fonctionnait chez la brebis numéro 1. Chez la brebis numéro 2, par contre, on n'a pas réussi à stimuler le nerf phrénique droit. Et ça, c'était dû à une des limites de cette électrode, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée secondairement dans le thorax à droite. Et à J30, on avait de nouveau anesthésier l'autre moitié des brebis, donc avec le même protocole. Donc, l'idée, c'était de voir si à nouveau on peut les stimuler, donc ce qui était possible sur 3 électrodes. Et pareil, sur la brebis numéro 4, à droite, en fait, on s'est rendu compte que l'électrode s'était déplacée, donc rendant impossible la stimulation à ce niveau. Donc, en ce qui concernait donc, le second critère de jugement secondaire, donc c'était de savoir est-ce que c'était possible donc, le retrait des électrodes sans léser le nerf. Donc, c'était tout à fait faisable. Donc, ici, ce qu'on a fait pour pouvoir le vérifier, on a fait des prélèvements histologiques. Donc, je faisais des prélèvements à 2 niveaux du nerf, donc en proximal sur une portion qui n'était pas stimulée, en distal sur une portion qui était stimulée. Et finalement, on se rend compte que le nerf qui est représenté par la flèche noire, en fait, il reste intact avec sa structure, la structure nerveuse reste intacte. Et on remarque qu'il y a une inflammation, un tissu inflammatoire assez dense qui se constitue tout autour, donc qui est représenté par la flèche bleue. La flèche jaune représente donc les fils de suture. Donc, il y a finalement une inflammation assez intense tout autour du nerf qui reste protégée par
la plèvre médiastine. Donc ça, c'était visible aussi bien chez la brebis 1, la brebis 2 et la brebis 3 et 4. Donc, en discussion, ce qu'on peut dire, c'est finalement que cette électrode, donc, elle permettait d'obtenir donc, des contractions diaphragmatiques efficaces, donc, ce qui rendait possible cette stimulation temporaire du nerf phrénique, et qu'au bout de J15 et J30, en fait, on s'était fixé l'objectif de J15, se disant que dans un contexte de stimulation temporaire, on n'irait pas au-delà chez les malades réanimatoires et que, en fait, au-delà, on considérait que ce ne serait pas un bon choix de stimuler ces patients. Donc, le risque, c'est un risque qui est surtout représenté par le déplacement secondaire de l'électrode. Donc, ce déplacement secondaire, donc, il est lié chez la brebis, surtout à cause de son anatomie, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à droite, la plèvre médiastine, elle est très fine et que surtout le nerf, il chemine le long de la veine cave supérieure, ensuite la veine cave inférieure. Donc, pour fixer ces électrodes par les points de suture qu'on réalisait, en fait, on avait beaucoup de mal à le faire du fait du risque de plaie vasculaire. Donc, les limites de cette étude, c'était surtout par rapport au nombre limité d'animaux inclus. Donc, il n'y en a eu que 4. Bon, ça, c'était aussi dû au contexte COVID qu'il y a eu à l'époque. Donc, on a dû réduire le nombre d'animaux inclus. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'anatomie du nerf phrénique est différente chez la brebis comparée à l'homme. Et finalement, bon, ce n'était pas un des critères de jugement, mais on peut déplorer l'absence d'évaluation de l'impact de la ventilation mécanique et éventuellement les bénéfices de cette stimulation phrénique sur le diaphragme. Donc, en conclusion, l'électrode TPNS, c'était cette électrode temporaire qu'on avait élaborée avec une entreprise spécialisée dans le domaine. Elle répond donc aux spécificités de la portion distale du nerf phrénique. Donc, on a pu voir une certaine efficacité et sécurité d'emploi, c'est-à-dire que les nerfs phréniques n'ont pas été lésés avec son utilisation. Donc, c'est une prise intéressante de prise en charge, donc ce qu'on appelle la dysfonction du diaphragme qui est liée à la ventilation mécanique. Donc, les patients cibles, c'est des patients qui sont en réanimation. Donc, nous, c'est plutôt des patients chirurgicaux, donc la chirurgie cardio-thoracique très lourde. Donc, par exemple, la transplantation bipulmonaire. Parce qu'en fait, en réanimation médicale, il existe déjà une technique percutanée, donc une technique par un cathéter dans la veine jugulaire, qu'on avait vu sur le graphique précédemment, mais je ne suis pas trop attardé dessus. Donc, il existe déjà une technique en réanimation médicale qui est moins invasive. Donc, l'idée, c'est plutôt de garder cette technique pour des patients lourds qui ont été opérés. Et donc, les perspectives, c'était surtout de pouvoir améliorer le système de fixation de cette électrode. Et après ça, bon, bien sûr, à l'image de la technique transveineuse, c'est de s'orienter vers éventuellement une application clinique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce travail. Alors, c'est vrai qu'on voit, c'est vraiment l'exemple de l'expérimentation chirurgicale sur l'animal avec toutes les déceptions qu'on peut avoir aussi. Donc, bravo pour la ténacité. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, plus une question, c'est un projet qui se continue, donc vous allez porter encore par la suite ou c'était un travail de thèse peut-être? En fait, c'est un projet qui se continue. Après ça, bon, avec bien sûr les limites qu'on rencontre, c'est surtout les limites par rapport au financement. Donc, l'entreprise initiale qui a fait l'électrode, en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Atrotech. Donc, ils sont spécialisés dans la stimulation phrénique depuis des décennies. Donc, ils ont beaucoup investi sur leurs électrodes. Après ça, bien sûr, il y a le contexte Covid. Donc, je pense qu'ils se sont pris un peu un certain coup. Donc, c'est pour ça qu'on avait diminué le nombre de brebis. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce que par sternotomie, également, c'est facilement implantable ces électrodes. On va avoir peut-être une éventuelle application en chirurgie cardiaque. Et après, comme je dis, c'est après de pouvoir, on va dire, peut-être mieux sélectionner les patients qui seraient potentiellement cibles, bien qu'on sache que bon, ils ne sont pas non plus très nombreux. Donc, bien sûr, l'objectif final, c'est de pouvoir mettre en place une étude clinique avec cette électrode, à l'image de
l'électrode transveineuse qui est actuellement en cours d'étude. Toujours par le modèle de la brebis, alors. Pour le moment, oui, c'est vrai qu'en fait, dans le laboratoire où je suis, en fait, toutes nos expérimentations animales, chez les gros animaux, en tout cas, on les a toujours faites chez les brebis. Donc, il y a une certaine expérience et habitude avec ce modèle animal. Très bien. Merci, Monsieur Étienne. Merci.